Nous sommes le 16 août 2017 sur la route 101 qui longe l'océan Pacifique entre San Francisco et Portland. Accompagné de mon épouse Maggie et de nos deux enfants, Eloane et Yuna, nous roulons vers un rendez-vous exceptionnel avec les astres. Dans 5 jours exactement, le 21 août 2017, l'ombre de la Lune va en effet être projetée sur la Terre. Après avoir survolé l'océan Pacifique, ce cône d'obscurité abordera le continent américain par l'État de l'Oregon, offrant l'un des plus beaux spectacles de la nature, celui d'une éclipse totale de soleil. Le voyage que nous allons effectuer est à vrai dire inédit, car après avoir vécu et filmé l'éclipse totale de soleil, nous nous engagerons sur la route de l'ombre de la Lune. La veille de l'éclipse, nous montons dans les montagnes rocheuses au sein de la chaîne des Cascades. Et après plus d'1 heure de piste, nous finirons par atteindre notre lieu d'observation, le lac Olali, dominé par le majestueux volcan, le mont Jefferson. Le voile poudré d'étoiles de la nuit recouvre le ciel. Je veille, seul, face à ce paysage grandiose. Les lumières que l'on devine sur la berge opposée sont celles d'autres astronomes, attendant comme moi le retour du jour et l'éclipse. C'est un moment très particulier, presque un passage initiatique. Tout est prêt, le matériel est monté, ma place jalousement gardée. Les dés sont jetés. 21 août 2017, le jour J tant attendu. Les premières lueurs de l'aube apparaissent et l'angoisse d'un ciel couvert s'éloigne. L'atmosphère est calme. Je commence à installer mes téléobjectifs. Enfin, le soleil se lève, dardant de ses rayons chauds les neiges du mont Jefferson. Un Américain se met à jouer des notes de musique avec son instrument, permettant à notre petite Yuna, blottie dans les bras de sa maman, de sortir de ses rêves. Nous sommes tous dans l'attente de la représentation de cette pièce du théâtre cosmique. Le premier acteur entre en scène. Le soleil sort de la montagne. Enfin, à 16h06 et 19 secondes temps universel, c'est le premier contact de la Lune avec notre étoile. Durant un peu plus d'1 heure, le Soleil va être progressivement grignoté par notre satellite naturel. Chacun est équipé de ses lunettes spéciales Eclipse, même notre mascotte Jules Verne. Eloane, quant à lui, est fasciné par ce qu'il est en train d'observer. Sur le lac, plusieurs observateurs contemplent le spectacle cosmique depuis leur canotte. Nous ne sommes plus désormais qu'à quelques minutes de la phase totale du passage de l'ombre de la Lune. La tension est à son comble, la température chute de 5 degrés. Regarde la lumière, comment elle est bizarre. T'as vu d'un seul coup, il va faire tout noir et loin. Oui, peut-être le soleil. T'as vu? Regarde ce lac, regarde ce lac. Regarde ce lac est loin. Magnifique! Ouais! Regarde, ça y est. Oh, this is unbelievable!
Comment décrire la beauté surnaturelle de ce moment et les sensations vécues? Le disque noir de la Lune occulte intégralement la surface de notre étoile, dévoilant une sublime couronne solaire avec ses plumes de plasma s'étendant sur des millions de kilomètres. L'étoile Régulus apparaît également non loin du Soleil éclipsé en bas à gauche. Regarde, attention. Là. Oui, ça réapparaît dans combien de temps? Ça va bientôt réapparaître. Le compte à rebours, Olivier, le compte à rebours. Photo. Laisse tomber, laisse Olivier, photo. Ça y est. T'as vu le soleil qui réapparaît d'un seul coup? Est-ce que tu veux regarder? Regarde le soleil. Tu vois juste le rayon de soleil qui réapparaît? Regarde la lumière. Ça y est, c'est la lumière, c'est le jour qui revient. Ah ben, et là, elle était... Tu trouves plus que d'autres. C'est fini pour nous. Le jour revient. L'ombre de la Lune continue quant à elle sa route à travers le continent américain à près de 3000 km/h. Et elle est en train, en ce moment, de plonger désormais dans l'obscurité les dizaines de milliers d'observateurs situés sur la partie est de l'Oregon. Dans une quinzaine de minutes, elle frôlera le parc de Yellowstone dans le Wyoming. Dans 1h30, l'ombre lunaire quittera le continent américain au niveau de Charleston pour plonger dans l'océan Atlantique. Durant 1h30, le temps est suspendu en Amérique tout le long du parcours de cette ombre, où des millions de personnes se sont concentrées pour admirer le phénomène qui sera même photographié depuis la station spatiale. Pour nous, c'est le vrai début du voyage. Désormais, nous allons suivre fidèlement cette route astronomique si éphémère et traverser les USA en moins de 29 jours, 12 heures et 44 minutes, soit le temps pour la Lune de faire un tour complet autour de la Terre et de revenir dans sa même phase. Un pari à la Jules Verne qui rappelle celui de Phileas Fogg dans le Tour du monde en 80 jours. Notre objectif ? Faire un bilan de l'éclipse tout le long du trajet où elle aura été visible, porter un regard sur l'Amérique d'aujourd'hui au travers du prisme de l'éclipse. Le début de notre voyage nous fera notamment passer dans le sublime décor des paysages des collines peintes de John Day et qui se révélera avoir été un remarquable site d'observation pour de nombreux photographes le jour de l'éclipse. Les traces de l'éclipse sont encore omniprésentes dans les villes que nous traversons, avec ses affiches, couvertures de presse, décors urbains et autres objets dérivés. Le mercredi 23 août, nous rencontrons dans un camping sur le bord de la route 26 Tony Flora et que Maggie va interviewer. Tony est venu spécialement ici pour observer l'éclipse. C'était une expérience magnifique, nous dit-il. Il n'y a qu'une seule chose comme ça dans l'univers. C'est sa deuxième éclipse totale. La première, il l'a observée en 1979 dans l'Oregon, mais la couverture nuageuse avait alors quelque peu perturbé l'observation. Tony a tenté durant l'éclipse de faire une photo sur 360 degrés et il croise les doigts qu'elle soit bonne. Le jeudi 24 août, nous continuons notre traversée de l'État de l'Oregon. Notre compte à rebours nous rappelle que nous avons encore un peu plus de 26 jours pour traverser l'Amérique. Nous découvrons des villes qui semblent sorties tout droit d'un western.
Le soir, la Lune apparaît pour la première fois depuis l'éclipse sous la forme d'un croissant âgé de 3 jours. Nous sympathisons avec une famille allemande en vacances. Heiner Keissel nous explique qu'ils n'ont entendu parler de l'éclipse du 21 août qu'en arrivant aux USA. Mon éclipse a été un désastre. Un désastre. Un désastre. Heiner et sa famille observeront donc l'éclipse depuis la Californie où elle n'était que partielle. Mais les nombreux incendies de forêt donneront alors au ciel une ambiance apocalyptique. Cette image, réalisée par Heiner, prise à la volée, sans filtre, depuis le pare-brise de leur voiture, montre que les fumées des incendies permettaient de voir l'éclipse pratiquement sans filtre de protection. Heiner m'explique que c'est sa deuxième éclipse. La première étant celle fameuse du 11 août 1999, visible en France et en Allemagne. Il y a des cycles d'éclipses qui se répètent tous les 18 ans, 11 jours, 8 heures. C'est ce qu'on appelle le Saros. Ces deux éclipses, celles de 1999 et de 2017, font partie du même cycle. Et ce sont des familles d'éclipses. Donc celle de 99 en Allemagne et en France est de la même famille de celle des USA. C'est la suite en fait de l'éclipse française. Et je le vois. Les deux? Les deux. Oui. Voilà. À travers des nuages. À travers des nuages et c'est un désastre à chaque fois. C'est prédétermination, hein? Voilà. Ouais. Ah. Cool. Notre aventure sur la route de l'ombre de la Lune continue. Le compte à rebours défile dans la voiture, nous rappelant le temps qu'il nous reste pour rejoindre Charleston, sur la côte atlantique. Le samedi 26 août, nous traversons notre première frontière d'État en passant de l'Oregon à l'Idaho. Un passage qui correspondra aussi au premier changement de fuseau horaire sur les 4 que nous traverserons aux USA. Nous arrivons dans la forêt de Boise. À Leoman, sur le bord de la route numéro 21, nous nous arrêtons pour prendre un café dans une station-service, faisant aussi restaurant, motel et camping. Ici, l'ombre de la Lune n'aura mis qu'à peine 9 minutes pour parcourir la distance qui nous sépare de notre lieu d'observation de l'éclipse. Pour nous, en voiture, il aura fallu 5 jours. L'ambiance de ce lieu improbable, sur le bord de cette petite route américaine, perdue dans les montagnes de Boise, est tellement géniale que l'on décide d'y planter notre tente. À la tombée de la nuit, une lune de 5 jours rase les montagnes pelées par un ancien incendie de forêt. Le lendemain matin, Raymond, le propriétaire de ce multi-commerce, nous raconte comment l'éclipse a été vécue ici. C'était quelque chose d'important pour nous, dit-il, car on a repris l'affaire il n'y a pas longtemps. Il y a eu des gens de la sécurité qui étaient venus nous voir pour préparer l'événement. Il se disait qu'il y aurait peut-être des dizaines de milliers de personnes, que la route pouvait être bloquée, mais tout s'est très bien passé. Un petit garçon est rentré dans le café à un moment en criant « L'éclipse a commencé! L'éclipse a commencé !» La lumière a progressivement changé. Tout le monde était dehors, détendu et concentré sur l'éclipse. Quand c'est devenu la totalité, c'était incroyable. C'était tellement beau. On ne savait pas vraiment à quoi s'attendre. Je suis par contre vraiment déçu de ne pas avoir fait profiter de ce spectacle à mes filles. Nous avions peur d'être trop submergés par le travail et nous les avions confiées aux grands-parents en dehors de la zone de totalité. J'étais vraiment déçu. J'aurais voulu qu'elles soient là avec nous. Quelle expérience! Nous reprenons notre route, mais pour seulement une centaine de kilomètres. Nous sommes séduits par les paysages que nous traversons
et décidons de camper près du Redfish Lake. À la tombée de la nuit, alors que Maggie et les enfants s'endorment sous la tente, je redescends sur le bord du lac pour savourer la tombée de la nuit et réaliser quelques prises de vue. Sur la lune, la lumière solaire gagne chaque soir du terrain et je sais qu'un magnifique lever de soleil serait actuellement visible depuis le cratère lunaire Catharina. Le lundi 28 août, nous sommes dans la petite ville montagneuse de Ketchum. Julie Johnson, propriétaire d'une épicerie bio, nous parle avec émotion de son expérience de l'éclipse. C'était sa première éclipse totale. Quand la lune est passée devant le soleil, nous explique-t-elle, c'était comme dans les films. Une éclipse partielle, c'est beau, mais une totale, c'est complètement différent. On avait fermé le magasin et nous étions allés dans la montagne. Il n'y avait plus personne en ville. Toute la population était sur les montagnes. Tout le monde était paisible et savourait ce spectacle. Notre périple sur la route de l'ombre de la lune nous fait ensuite prendre une piste qui nous fait passer par la Sun Valley. Après une quarantaine de kilomètres, nous trouvons un lieu de campement en plein cœur des montagnes et de la forêt nationale de Salmon Chellis. Nous sommes seuls. En préparant notre bivouac, nous savourons plus que jamais ce moment de tranquillité, juste quelque peu troublé par l'éventuel danger de l'ours. Mais le crépitement du feu rassurant est là. Pour dîner, nous y préparerons un délicieux morceau de bison pendant qu'Eloane découvre avec joie le maïs cuit au feu de bois. Ce soir, c'est le premier quartier. Et comme chaque soir, la lune nous fait visualiser le compte à rebours astronomique qui s'égrène avant d'atteindre Charleston dans 22 jours au moment de la nouvelle lune au bout de la route de l'éclipse. Ce mardi 29 août, les paysages de l'Idaho que nous traversons sont toujours aussi grandioses et ne finissent pas de nous étonner par leur variété. Nous allons faire une toute petite entorse, bien involontaire je vous l'assure, en sortant très légèrement de quelques centaines de mètres de la route de l'ombre de la lune après la petite ville d'Arco. Mais cette erreur de parcours va nous faire passer dans un monde géologique extraordinaire, celui des cratères de la Lune. Ce lieu si calme, mais au passé volcanique si violent, a même servi de zone d'entraînement à la recherche géologique pour les astronautes des missions Apollo. Notre route nous fait ensuite arriver dans le majestueux parc national du Grand Teton. Ce site de montagne avait été choisi par beaucoup de personnes pour l'observation de l'éclipse, du fait de sa célébrité et par la beauté de ses montagnes. Nous y rencontrerons Robert Hoyle, qui est ranger, mais aussi astronome. Il y avait 2000 personnes avec lui pour observer l'éclipse, nous explique-t-il. Il avait décidé de sacrifier 22 secondes d'éclipse totale pour être dans un panorama magnifique. On a fermé tous les télescopes au moment de la phase de totalité pour qu'il n'y ait pas d'accident et pour être certain que personne n'aille regarder directement le soleil au moment où il allait réapparaître, mais aussi pour que les gens profitent du spectacle. Maintenant, il attend la prochaine éclipse totale soleil visible aux États-Unis en 2024 et nous propose de venir l'observer avec lui. Ce soir du 31 août,
La lune désormais gibbeuse, c'est-à-dire bossue, prend de plus en plus d'importance dans le ciel et nous sert d'éclairage pour finir notre dîner près de notre feu de camp. Depuis notre arrivée dans le parc du Grand Teton, nous commençons notre traversée de l'État du Wyoming. L'image de l'éclipse y est également toujours très présente, notamment sur les pubs de bord de route. Mais désormais, l'éclipse passée, tout est à 50%. Après la petite ville de Dubois, nous nous approchons de la réserve indienne de Wind River. Après plusieurs kilomètres de piste, nous ferons un campement en pleine nature face au Ring Lake. Le lendemain, après bien des difficultés, nous réussirons à découvrir des traces anciennes exceptionnelles de la culture amérindienne. Des pictogrammes remarquables sont en effet visibles à qui prend le temps de venir les chercher sur les roches qui surplombent cette région sans nul doute sacrée pour les Amérindiens. En traversant la réserve indienne de Wind River, nous arrivons à Forte Uwazaki et allons vers le mémorial dédié à une icône de la mémoire indienne, Tsakachaway. Au tout début du XIXe siècle, cette jeune indienne de la tribu Shoshone, mariée à un trappeur d'origine française, devient l'interprète de l'expédition Lewis et Clark qui part découvrir les territoires de l'Oregon. C'est précisément devant la statue de Sakachaway qu'un couple d'Indiens, Viola et Darwin, acceptent de nous donner leur vision de l'éclipse. Ils tiendront tout d'abord à nous souhaiter la bienvenue et nous remercier de s'intéresser à leur culture. Et Viola, qui est une indienne de la tribu Navajo, tiendra à nous le dire dans sa langue. Darwin nous explique que le jour de l'éclipse, il est allé sur la ligne de centralité. Il y avait des invités. On a installé des tipis pour que les gens puissent se reposer. Dans notre culture Shoshone, nous devons être calmes, protégés et en sécurité. Quand l'éclipse est arrivée, j'ai été dans l'un des tipis et je l'ai regardé au travers du trou du tipi. Dans notre langue, l'éclipse, cela veut dire « le soleil meurt » et après, il revient à la vie. On boit alors de l'eau, car l'eau, c'est la vie. On a aussi offert de fumer pour dire bienvenue à la nouvelle lumière. C'était incroyable. Avant l'éclipse, j'étais nerveux, mais quand c'est arrivé que c'est devenu tout sombre, froid, calme, et qu'après le soleil est ressorti, c'était très beau. C'était comme la vie qui revenait. Viola nous explique qu'elle est restée à la maison. Traditionnellement, dans la culture Navajo, c'est par respect pour ce qui est en train de se passer. C'est comme une naissance. Quand on voit la lune qui passe, ça fait comme un ventre, comme une naissance. Donc on reste à l'intérieur, on ferme les volets, on est silencieux, on ne regarde pas la télé, on ne travaille pas. Après, j'ai dit une prière comme font les Navajos. C'était très très beau, très serein, même si je ne l'ai pas observé, mais juste cette sensation que c'était très remarquable. L'intensité de cette rencontre et ce double témoignage sur cette éclipse vécue avec le respect des ancêtres nous a touchés et beaucoup émus. Et c'est le cœur plein d'énergie que nous continuons notre aventure sur la route de l'ombre de la lune. Nous continuons notre traversée du Wyoming, l'État le moins peuplé des USA.
Après la réserve indienne de Hound River, nous arrivons dans la petite ville de Shoshone qui porte précisément le nom de la tribu indienne de la réserve. Une bourgade aux allures de ville fantôme. Les traces de la crise et de la fin de l'exploitation du pétrole dans cette région ont été les causes de cette désertification, nous explique un habitant. C'est pourtant à la lisière de Shoshone, en plein cœur du Wyoming, dont il faut rappeler qu'il est surnommé l'État du cow-boy, que nous tomberons par hasard sur le rodéo hebdomadaire du dimanche. Aucun folklore pour les touristes. Ce sont tout simplement les habitants de la région qui se retrouvent pour faire la fête. Nous serons d'ailleurs, de toute évidence, les seuls étrangers de cette soirée qui va, je vous l'assure, nous passionner. Dans le Wyoming, le rodéo est une institution encore plus populaire que le baseball ou le football. C'est une ambiance familiale où les parents applaudissent, des enfants parfois bien jeunes, jusqu'à un petit garçon de 3 ans qui fera sous la conduite de sa maman la course dite des tonneaux sous le regard émerveillé de sa grand-mère. Mais l'une des épreuves les plus spectaculaires, celle de la chevauchée du Bronco, va permettre de départager les meilleurs cow-boys. Sur le principe du débourrage traditionnel des chevaux sauvages, pour gagner l'épreuve, il suffit de tenir 8 secondes avec une seule main et 10 secondes avec les 2 mains. That was almost. Even on the way. Not bad, looking for the whistle. That is a qualified red. Face à nous, dans le ciel du soir du 3 septembre, une lune âgée de 13 jours monte dans le ciel, tandis qu'à l'opposé, un magnifique coucher de soleil, digne d'un film de western, nous est offert. Notre aventure continue le lendemain, nous faisant croiser d'autres types d'Américains. À Glendo, petite bourgade de la partie est du Wyoming, de nombreuses traces de l'éclipse sont toujours visibles, dont une superbe double fresque faite par des enfants. Progressivement, nous prenons également conscience que notre route sur l'ombre de la Lune est aussi celle d'un chemin important dans l'histoire américaine, celui précisément des pionniers qui partaient vers l'Oregon au XIXe siècle à la conquête de l'Ouest. Après le Wyoming, nous arrivons dans le Nebraska et découvrons près de la ville d'Alliance un monument étonnant, Carange. Dans les années 1980, un fermier du nom de Jim Reinders crée une réplique fidèle du monument mégalithique de Stonehenge, si ce n'est qu'ici, les pierres sont des voitures, c'est-à-dire le symbole même de la vie américaine contemporaine. Coïncidence incroyable. Cette réplique de ce que l'on peut qualifier d'observatoire astronomique de l'époque mégalithique allait se retrouver très précisément sur le passage de l'éclipse. Jessica Aher, qui travaille à Carange, nous raconte cette journée incroyable. 4 à 6 000 personnes étaient ici, nous explique-t-elle. Beaucoup de fermiers à côté avaient ouvert leurs champs pour les parkings et les campements. Il y avait des tentes partout. C'était vraiment une expérience différente de l'habitude. Tout le monde était super sympa et heureux d'être là. On a juste eu quelques personnes qui sont montées sur les voitures, ce qui est interdit. Mais bon, ce n'est rien du tout. Non, c'était vraiment super sympa. J'avais eu peur qu'il y ait eu trop de choses construites autour de l'éclipse, trop de pubs. Je me disais que ça allait être un peu surfait. Je me disais que j'allais voir.
On a vu plusieurs étoiles. Vénus. On n'avait pas du tout de pollution lumineuse ici. Il y a juste une lumière, mais on l'avait éteinte. Jim Ryders, le monsieur qui a construit Carange, était là. Il va avoir 90 ans le mois prochain. C'était vraiment super parce que tout le monde voulait lui serrer la main, le remercier d'avoir construit ça. C'était vraiment une journée de reconnaissance pour lui. Les gens le détestaient lorsqu'il a construit Carange. C'était le meilleur jour de sa vie. Il n'y avait jamais eu autant de personnes ici. Il y a près de 90 000 personnes par an. On a du monde, mais jamais autant que ce jour de l'éclipse. Dans la nuit, je vais revenir seul dans ce lieu. Le merveilleux hasard fait que la pleine lune est justement aujourd'hui. Et tel un astronome des temps anciens à Stonehenge, je me trouve dans ce lieu étonnant, très précisément à la moitié de notre voyage sur la route de l'ombre de la Lune. Et je puis vous assurer qu'il y régnait alors, à ma grande surprise, une atmosphère apaisante et quelque peu magique. Nous continuons notre traversée du Nebraska. Les montagnes rocheuses sont désormais bien loin et ce sont des paysages de grandes plaines désertes qui se dévoilent à perte de vue. Les villes, disons plutôt les bourgades, n'ont que bien peu d'habitants, telles celles d'Arthur, où nous ferons une courte halte pour permettre aux enfants de se dégourdir les jambes. Il y a moins de 150 habitants ici. Et pourtant, on y trouve un lycée, une banque, un saloon, une clinique vétérinaire, un motel avec 6 chambres. Il nous reste un peu plus de 13 jours pour finir de traverser les USA. L'ambiance est joyeuse au sein de notre véhicule, la route droite jusqu'à l'infini. Peut-être même un peu de trop. Et oui, nous serons arrêtés par un policeman pour dépassement de vitesse. Ça va nous coûter $120, mais avec en prime la possibilité de faire une interview de notre agent et avoir son témoignage sur l'éclipse. Oui, je travaillais. J'étais en train de patrouiller dans la région. On voulait s'assurer que tout le monde était en sécurité, qu'il n'y avait pas d'accident. Il y avait un petit peu de nuages, mais j'ai pu voir la totalité. Mais pas d'accident. Non, tout le monde s'est très bien comporté. Tout le monde était très très content. C'était sympa. C'était chouette. Est-ce que vous avez pu vous arrêter quelques minutes pour la voir ? Demande Maggie. Oui, quand il y a eu la totalité, tout le monde sur la route s'était arrêté. Je me suis arrêté également. J'ai rencontré un couple texan très sympa. On l'a regardé ensemble et dès que c'était terminé, hop, tout le monde est reparti. Donc il a fallu que je me remette à travailler tout de suite. À North Platte, notre route sur l'ombre de la Lune nous fait passer par la maison de l'un des personnages les plus célèbres de l'histoire américaine de la seconde moitié du 19e siècle, William Cody, surnommé Buffalo Bill. Nous y goûterons un moment de calme, dans une atmosphère romantique, songeant aux aventures extraordinaires de ce personnage incroyable.
Le 100e méridien est ensuite franchi à Kozad. Puis nous arrivons à Kearny où nous pourrons faire une halte permettant à notre petite Yuna de poser fièrement avec la poupée de Jules Verne. C'est précisément ici que l'un des chapitres clés du fameux roman Le Tour du monde en 80 jours s'est déroulé avec l'attaque par les Sioux du train dans lequel se trouvait Phileas Fogg et la perte de précieuses heures qui risquaient alors de lui faire manquer son pari. Aujourd'hui, si l'activité ferroviaire y est toujours importante, il ne semble plus y avoir de trafic de passagers. Et mon souhait d'un hommage à Jules Verne devant la gare de Kearny se révélera impossible puisqu'elle n'existe plus. Mais heureusement, cette fresque murale permettra néanmoins de faire un clin d'œil à l'auteur des voyages extraordinaires, mais pas tout à fait comme je le souhaitais. Sur notre route, les traces de l'éclipse sont toujours là. Le matin du 10 septembre, alors que le soleil se lève, une lune décroissante domine encore le ciel tout en continuant sa route autour de la Terre. Et l'on y devine très bien alors que le soleil est progressivement en train de se coucher sur la mer de la tranquillité, tandis qu'Éloane se réveille tout doucement. Après un court passage dans le Kansas, nous arrivons dans le Missouri et allons faire une étape à Saint Joseph, une ville déjà bien différente de toutes celles traversées jusqu'alors. Une atmosphère et un charme romantique règnent dans cette cité qui fut pour beaucoup de pionniers le vrai point de départ pour la conquête de l'Oregon. C'est aussi dans cette ville que le célèbre hors-la-loi Jesse James finira sa vie sous les balles de l'un des membres de sa bande, appâté par les $10 000 de récompense offertes par le gouverneur de l'État. Notre célèbre cow-boy Lucky Luke connaît lui aussi bien Saint Joseph, notamment dans l'aventure incroyable du Pony Express. L'idée était de transporter le courrier entre Saint Joseph et Sacramento par des cavaliers qui se relayaient tout au long du trajet en seulement 10 jours, ce qui était exceptionnel en 1860. Nous prenons alors vraiment conscience que la route de l'éclipse que nous avons empruntée depuis Fort Laramie correspond précisément à celle du Pony Express. Nous rencontrerons au musée du Pony Express Michel qui nous racontera avec émotion l'éclipse du 21 août. Le musée a été ouvert durant 5 jours de 7h du matin à 10h du soir, nous explique-t-elle. On est resté tout le temps sur place car la police ne pouvait pas assurer la sécurité du lieu. Du jeudi jusqu'au mardi, on a eu 22 000 personnes qui sont passées dans le musée. En général, il y a 200 personnes par jour à la belle saison, sinon 100, c'était totalement fou. Il a commencé un peu à pleuvoir à peu près 2 heures avant l'éclipse. Il y avait beaucoup de nuages. Tout le monde était dehors, très heureux. On avait la NASA ici. Les gens pouvaient aller voir dans leur télescope au travers des nuages. Quand on a eu la totalité, ça a été tout noir. Les lumières de la rue se sont allumées. La température a baissé de 15 Fahrenheit. Il y a eu beaucoup de vent d'un seul coup et les nuages se sont écartés. On a pu bien voir la totalité. Et quand la totalité s'est terminée, les nuages sont revenus et il s'est remis à pleuvoir. Mais tout le monde était très heureux parce qu'on a eu vraiment ce moment de totalité. Il y avait des gens du monde entier, d'Angleterre, de Chine, du Japon, de partout. C'était vraiment une expérience que l'on n'a qu'une fois dans sa vie. J'étais vraiment très heureuse de pouvoir vivre ça. Oui, c'était vraiment très touchant et tous ceux qui étaient là vont vraiment s'en rappeler. Michel nous parlera aussi de l'astronaute William Fisher, qui est venu ici le samedi donner une conférence. Son grand-père, William Fisher, avait été un des cavaliers du Pony Express. L'éclipse totale suit le même chemin que le Pony Express à partir du moment où les deux se croisent, nous explique Michel. C'est pour ça que l'on a voulu ici célébrer les deux en même temps.
On a fait 400 t-shirts édition spéciale et vous allez avoir le tout dernier. Thank you so much, Michelle. That's a great present. Very nice souvenir to remember you in that beautiful place. Nous reprenons notre route de l'ombre de la Lune et continuons notre traversée de l'État du Missouri. C'est une autre Amérique que nous découvrons progressivement en allant vers l'Est, plus dense, plus industrialisée. Cela fait maintenant depuis 23 jours que nous roulons sur le chemin de l'éclipse et il ne nous reste plus que 6 jours et une poignée d'heures pour atteindre la côte atlantique. Le 13 septembre, c'est sur une route au numéro désormais quasi mythique que nous roulons durant une quinzaine de kilomètres, la fameuse route 66 que l'ombre lunaire aura coupée sur le bord sud de la ville de Saint-Louis. Après l'État du Missouri, nous arrivons dans l'Illinois et nous dirigeons vers la ville de Carbondale, une ville dont le nom va rester pour de nombreuses années encore associé au spectacle des éclipses totales de soleil. Carbondale est tout d'abord la ville la plus proche du point où l'éclipse a été la plus longue. Nous allons interviewer Raymond Rodriguez, le gérant du motel où nous avons passé la nuit. L'éclipse que nous avons eue ici était vraiment une expérience unique, une des premières que j'ai eues dans ma vie, nous explique-t-il. Quand je l'ai vue la première fois, j'ai été choqué par la lumière. Tout est devenu très sombre si vite. On a entendu les grillons qui sont devenus de plus en plus forts et il y avait la différence de température, tout cela en quelques minutes. Ici, à Carbondale, dans le motel, c'était complet partout. Ce qui était complètement fou, c'est qu'on attendait des milliers et des milliers de personnes. Tout le monde pensait qu'il y aurait énormément de monde, donc tout le monde a garé sa voiture et marchait sur la route. Bon, je suis nerveux. Tu as pris de superbes photos, demande Maggie. Oui, je vais vous les envoyer. L'éclipse était merveilleuse. C'était tellement beau. Et je pense que l'on va en avoir une seconde très bientôt, en 2024. Comme lui explique Maggie, c'est tellement rare de voir une éclipse totale dans sa vie. Mais de si près, c'est absolument incroyable ce qui va se passer ici. Une seconde éclipse totale va en effet être visible ici même dans 7 ans, le 8 avril 2024. Le logo de l'éclipse de Carbondale met d'ailleurs très bien en évidence cette situation extraordinaire d'être la ville aux 2 éclipses. Dans notre quête mémorielle de la course de l'ombre de la Lune, nous allons aller à quelques kilomètres de Carbondale à la recherche d'un point géographique marqué sur toutes les cartes de l'éclipse, là où la nuit de l'éclipse aura été la plus longue avec 2 minutes et 41 secondes. Ce lieu, situé dans la propriété d'un vignoble, nous l'assimilerons au point culminant de notre voyage où, tels des alpinistes, nous déploierons avec une réelle émotion les drapeaux offerts par notre petit village de la Chapelle-aux-Lys et son pays de la Châtaigneraie en Vendée, en remerciement de nous avoir aidés à financer cette aventure. Désormais, ici, seule l'installation d'une œuvre artistique et d'un panneau rappelle l'importance astronomique si éphémère de ce point géographique. Nous irons aussitôt après rencontrer le propriétaire de ce domaine viticole qui tient aussi un café-restaurant au nom prédestiné de Blue Sky et qui vivra une expérience incroyable en découvrant que son établissement était sur le point de la plus longue éclipse. Il y avait 3 à 4 000 personnes qui étaient ici, nous explique-t-il. Le nombre de lettres et de mails que j'ai reçus, c'était extraordinaire. Nous n'avons pas fait payer le parking pour entrer sur le lieu.
la foule. C'est ça qui a fait le truc très très spécial, très précieux. Il y a 4 ans, j'ai reçu un email de l'étranger qui me demandait si je savais ce qui allait exactement se passer ici et s'il y avait la possibilité d'héberger. Je leur ai dit oui, et je leur ai donné un prix qui était un petit peu plus que ce que l'on demande d'habitude, mais pas tellement plus que cela. Et lorsque j'ai réalisé après coup, je me suis dit « Ah, j'espère qu'elle ne va pas rester ici, parce qu'on a quand même un peu plus augmenté les prix. » Et finalement, elle n'a jamais répondu ensuite. Mais comme ça, j'ai pris conscience de ce qui allait se passer. J'ai été sur des sites internet, sur le site de la NASA. J'ai commencé à prendre conscience de tout ce qui était dans les prévisions. J'avais à peu près 50 astronomes d'Espagne. Il y avait toutes sortes de gens, des astronomes, des personnes enthousiastes qui sont venus pour plusieurs jours. On a fait une fête le vendredi, le samedi, le dimanche, le lundi. La partie la plus stressante pour nous, c'était combien de nourriture on devait préparer. Toute l'organisation. On veut être préparé, mais on ne veut pas être trop préparé. Est-ce que ça a été ? Demande Maggie. Oh, on a eu beaucoup de hamburgers qui sont restés, mais c'est pas grave. Ça a été ok, ça a été sympa. Et vous savez, dans 7 ans, il y en aura une autre qui ira du nord-est au sud-ouest. Maintenant, c'est dans l'autre diagonale. On est prêt. On va utiliser cette expérience pour préparer la prochaine. For next one, right? We are ready, yes, yes. So, Thank you very much, Jimmy. my You have pleasure. a wonderful day. Well, thank you. We'll do that, we'll put a point along. Ce musée-là. Après le Kentucky, notre route de l'ombre de la Lune nous fait passer par Nashville, la capitale du Tennessee. Nashville est le berceau du country et la musique est réellement l'âme de cette cité où des artistes tels Elvis Presley ou Bob Dylan venaient y enregistrer leurs disques. Dans cette ambiance incroyable et électrique, où des notes de country, de rock ou de jazz sont omniprésentes dans la rue et dans les 120 salles de concert de cette cité de la musique, il est probable que peu de personnes aient eu conscience d'une image exceptionnelle, prise alors que les clips se produisaient ici. Une image prise à 400 000 km depuis la Lune par un orbiteur américain et qui nous montre notre planète avec une curieuse tache sombre. C'est l'ombre de la Lune alors même qu'elle survolait Nashville à 3000 km/h. Nous n'avons plus que quelques centaines de kilomètres à parcourir pour arriver à Charleston. Mais auparavant, après avoir traversé le Tennessee, nous pénétrons en Caroline du Nord et il nous faut maintenant passer par la chaîne de montagnes des Appalaches. Ce sont parmi les premiers territoires de la conquête de l'Amérique que nous découvrons désormais. Il est émouvant d'y retrouver les traces de ces pionniers, telle cette maison de John et Lucretia Oliver qui arrivèrent sur ce territoire en 1818 pour y faire leur vie. Comment ne pas songer alors au récit de Laura Ingalls Wilder et son œuvre autobiographique « La petite maison dans la prairie ». Dans ce lieu toujours si préservé de la civilisation moderne, nous songeons à la vie de ces premiers pionniers et de cette conquête de l'Ouest qui n'en était alors qu'à ses débuts. Nous monterons ensuite au sommet de l'une des montagnes de cette région des Appalaches, le dôme Klingsmans, à 2000 mètres d'altitude, où je vais passer une nuit complète à photographier et contempler la nuit étoilée. Ce sont pour nous nos derniers moments américains dans une nature encore sauvage et grandiose. Et quelle meilleure situation que celle-ci pour ressentir le mouvement de notre planète que de rester à contempler la rotation apparente de la voûte céleste. Depuis l'éclipse, la Terre a tourné 27 fois sur elle-même et la Lune, quant à elle, est sur le point de se retrouver dans un nouveau cycle. Ce matin-là, d'ailleurs, dans les toutes premières lueurs de l'aube, un dernier et fin croissant lunaire, dominé par la planète Vénus, apparaît au-dessus des montagnes.
Tel un doigt cosmique, notre fidèle satellite naturel, dont nous avons suivi scrupuleusement la route éphémère de son ombre projetée sur la Terre, nous indique la fin de la route à suivre, celle du sud-sud-est, c'est-à-dire la direction de Charleston. Après être redescendus des Appalaches, nous traversons une dernière réserve indienne, celle des Cherokees. Et c'est devant le musée consacré à l'histoire et la culture de ce peuple amérindien que nous rencontrons Jerry, un vieil Indien qui nous contera l'observation de l'éclipse faite depuis l'entrée du musée. On a observé ici, c'était tout en haut. On a vu les étoiles, le mouvement. Ce n'était pas lumineux, il y avait des nuages. On a regardé au travers de nos lunettes spéciales. C'est aussi avec amusement qu'il nous conte tout d'abord dans sa langue Cherokee la légende ancienne de sa tribu sur l'éclipse. Lorsque le soleil devient noir, c'est la grenouille qui avale le soleil. Mais c'est à vrai dire surtout d'un autre sujet que voudra nous entretenir Jerry. En apprenant que nous étions de France, il tiendra à nous conter dans une longue, extraordinaire et émouvante interview le débarquement du 6 juin 1944 auquel il participa et qui le marquera pour sa vie. Cette rencontre nous touchera droit au cœur et nous garderons pour longtemps le visage de ce vieil Indien Cherokee rencontré par la magie d'une éclipse totale de soleil. C'est avec une réelle émotion que nous reprendrons notre route qui nous fera arriver dans la capitale de la Caroline du Sud, à Columbia, notre toute dernière ville avant Charleston. Comme toujours, ce sera sans aucune préparation que nous irons à la recherche d'un témoignage sur l'éclipse et nous finirons par atterrir au centre de culture scientifique de la ville où je savais qu'un bel observatoire y trônait. Nos souhaits seront exaucés au-delà de nos espérances. Après avoir traversé de superbes salles consacrées à l'histoire de l'astronomie en Caroline du Sud et en Amérique, nous pénétrons dans une coupole abritant une magnifique lunette des années 1920. L'instrument est alors pointé vers notre étoile, dont l'image peut être contemplée directement à l'oculaire, mais aussi sur un grand écran. 2 astronomes sont là pour donner des explications sur le Soleil, banale étoile, perdue parmi les centaines de milliards d'étoiles de notre galaxie, mais une étoile si précieuse pour nous et d'une taille démesurée devant lequel on pourrait aligner 110 fois la Terre. Durant la petite heure que nous passerons sous cette coupole, nous vivrons une véritable complicité avec ces 2 astronomes. Junu Verma nous donnera son témoignage sur cette journée si particulière de l'éclipse. We are in the observatory from Columbia, South Carolina, and you had a very special experience for the eclipse, I heard. Can you tell us about it? On avait une éclipse à 100% et c'était vraiment extraordinaire. C'était la première fois pour moi dans ma vie. 2 minutes 36 secondes. C'était le soleil noir. On a vu la couronne. On peut la voir seulement durant l'éclipse totale. C'était impressionnant. Et en plus de cela, on l'a vu avec Monsieur Charles Duck, l'astronome de Caroline du Sud qui a marché sur la Lune avec Apollo 16. Non seulement il a raconté son histoire, mais en plus sa femme a donné son témoignage de ce qu'elle avait vécu et ressenti. C'était vraiment impressionnant. L'astronome Charles Duck faisait partie de l'avant-dernière mission lunaire en 1972. Juste avant de quitter la Lune, il a fait quelque chose à la fois si simple et si chargé de symboles. Il a laissé sur le sol lunaire une photographie de sa famille. Et nul doute que la présence de cette mise en abîme devait être dans sa pensée et celle de son épouse lorsqu'ils contemplèrent le sombre disque lunaire occultant l'astre du jour. Lucky one. Vous avez eu de la chance, s'exclame Maggie. Oui, c'était l'expérience que l'on n'a qu'une fois dans sa vie. Son collègue
aura lui aussi vécu une magnifique éclipse. Mais lui avait tenu à l'observer dans un autre lieu en étant indépendant. Il nous parlera de sa précédente éclipse qu'il avait observée avec son père le 7 mars 1970. Il avait alors 16 ans et il tiendra à nous montrer les clichés qu'il avait pris et tirés lui-même à l'époque. J'ai déjà fait mes réservations pour 2024. Ça rend totalement dépendant ces éclipses. Mais la prochaine fois, je n'aurai pas d'appareil photo. Je vais juste regarder, juste avec mes yeux. Il ne nous reste plus qu'à peine 200 km de route pour arriver à Charleston, au bout de notre aventure sur la route de l'ombre de la Lune. Le compte à rebours continue de s'égrener. L'émotion est palpable au sein de notre véhicule. Des fragments d'images de nos différentes aventures vécues en Amérique se bousculent dans nos esprits. La contrainte de cette route de l'éclipse aura ainsi été un merveilleux prétexte et un formidable élément catalysant de rencontres humaines. Nous guettons les premiers panneaux indiquant le nom de Charleston. Ce nom qui résonne dans nos têtes depuis si longtemps, l'ultime étape de cette aventure inédite d'une traversée d'un continent sur la bande de totalité d'une éclipse. Ce seront 6828 km que nous aurons ainsi parcourus à travers les USA sur cette route astronomique si éphémère. Enfin, ça y est, c'est le cœur battant que nous apercevons le panneau d'entrée de la ville de Charleston. Nous gagnons donc notre pari avec 8 heures, 1 minute et 21 secondes d'avance sur la Lune. Mais il nous reste encore à traverser Charleston pour découvrir l'océan Atlantique. Tu le vois? On arrive à l'océan. Le premier qui voit l'océan, il le dit. Ok? Sur le GPS? Non, en vrai, regarde devant. Le premier qui voit l'océan, il le dit. On est au bord de l'océan. Tellement loin qu'on peut pas du tout la voir. Moi, je vois un tout petit peu. Tu vois un petit peu la France, hein? Ouais, je vois un tout Et ce qui va nous frapper en arrivant sur la plage de Charleston, c'est que l'odeur de l'océan Atlantique n'est pas la même que celle du Pacifique. Tel Phileas Fogg, dans le roman de Jules Verne, notre première démarche ensuite sera de faire authentifier notre arrivée sur nos drapeaux par le manager de l'hôtel où nous allons prendre enfin un repos bien mérité. Ce soir, du mardi 19 septembre 2017, nous savourons de traîner dans les rues de Charleston, heureux et déjà quelque peu nostalgiques, mais avec à l'esprit la prochaine éclipse totale de soleil, visible le 2 juillet 2019 au Chili. Un beau prétexte pour aller découvrir l'Amérique du Sud. Magnifique! Ouais! Quand est-ce qu'on arrive? Dans pas très longtemps, petit bonhomme. On va arriver.